Alors, ce soir, fin des présentations, des préfaces, des prolégomènes, des préliminaires, etc. On va entrer dans le dur. C'est-à-dire que je vais commencer d'expliquer l'appendice lui-même, c'est-à-dire le chapitre 20. Auparavant, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par l'un des plus fidèles auditeurs de ces séances de philosophie, que je remercie pour cette fidélité, Dominique Maroludine, qui m'a envoyé une question par Internet, ce que je vous encourage vivement à faire si vous le souhaitez, qui est la suivante. Bon, j'y répondrai brièvement parce que je n'ai pas vraiment tous les moyens nécessaires pour y répondre, parce que c'est une question qui est à moitié philosophique et à moitié historique, on va dire, qui est la question de savoir pourquoi ces philosophes qui utilisent le mot géométrie, comme par exemple Spinoza, qui nous parle d'une éthique démontrée selon l'ordre géométrique, ou qui disent procéder more géométrico à la manière géométrique, pourquoi est-ce qu'ils persistent à utiliser le mot de géométrie comme synonyme de mathématiques, alors que, bien sûr, nous savons que la géométrie est une partie des mathématiques. Alors, je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question, mais enfin, j'ai peut-être quelques éléments de réponse qui seraient les suivants. Le premier, c'est que, bon, géométria en grec, cela signifie tout simplement mesure de la Terre. Voilà. Géométria, c'est très clair, l'étymologie est totalement transparente, c'est mesure de la Terre. Et même, quand vous consultez le dictionnaire grec-français, la traduction qui se présente en premier, c'est arpentage. Arpentage. Donc la géométria, c'est, avant d'être, peut-être même avant pour les Grecs, d'être une science de nature mathématique, c'est la mesure de la Terre, l'arpentage. On sait que si les Grecs sont bien les premiers à avoir, disons, créé l'idée d'une science mathématique au sens où on la met en œuvre toujours aujourd'hui, où on la pratique toujours aujourd'hui. L'esprit des mathématiques contemporaines, il est né, ça c'est, je crois, presque indiscutable, dans la Grèce des anciens. Alors, il est né avec Thalès, il est né avec Pythagore, même si ces figures sont suffisamment floues dans l'histoire, suffisamment incertaines pour qu'on ne puisse rien assurer quant aux origines factuelles de cette science géométrique. Mais on sait aussi que les Égyptiens avaient élaboré, à partir des impératifs consécutifs au cru du Nil, au retrait des eaux et à la nécessité de périodiquement refaire les tracés du cadastre, les Égyptiens avaient inventé beaucoup de procédés mathématiques, des procédés de mesure des surfaces, et donc ils avaient des techniques mathématiques, mais semble-t-il n'avaient pas élaboré l'idée d'une science mathématique, c'est-à-dire d'une science d'objets considérés en tant que tels comme objets méritant de faire l'objet d'une démarche de connaissance pour eux-mêmes. Alors, il reste que cette origine de la géométrie a sans doute eu une influence sur le devenir de la discipline lorsqu'elle s'est installée comme science, et ce qui expliquerait quand même sa relative prépondérance, prééminence dans les mathématiques grecques, où elle semble occuper une place tout de même, on va dire, prioritaire, une place qui lui accorde plus d'importance qu'à la théorie, par exemple, des nombres. Évidemment, il n'existe pas à l'époque des Grecs de choses comme l'analyse ou les probabilités ou d'autres branches des mathématiques. Alors, je ne dis pas une réponse, mais quelque chose d'intéressant se trouve dans un petit opuscule de Blaise Pascal, un texte court mais célèbre et très dense, qui s'appelle l'esprit de la géométrie. L'esprit de la géométrie. Et dans cet opuscule de l'esprit de la géométrie, on trouve ce paragraphe que je lis. On trouvera peut-être étrange que la géométrie ne puisse définir aucune des choses qu'elle a pour principaux objets.
car elle ne peut définir ni le mouvement, ni les nombres, ni l'espace. Et cependant, ces trois choses sont celles qu'elle considère particulièrement et selon la recherche desquelles elle prend ces trois différents noms de mécanique, d'arithmétique, de géométrie, ce dernier mot appartenant au genre et à l'espèce. Je vais relire ce paragraphe et ensuite je vais brièvement le commenter. On trouvera peut-être étrange que la géométrie ne puisse définir aucune des choses qu'elle a pour principaux objets, car elle ne peut définir ni le mouvement, ni les nombres, ni l'espace. Et cependant, ces trois choses sont celles qu'elle considère particulièrement et selon la recherche desquelles elle prend ces trois différents noms de mécanique, d'arithmétique, de géométrie, ce dernier mot appartenant au genre et à l'espèce. Donc là, Pascal réfléchit sur deux questions. La question de la définition par la géométrie des objets qu'il étudie, et ensuite une deuxième question, qui est, si vous voulez, la question de la définition au carré, la définition de la géométrie elle-même. Et il repère ici la difficulté, précisément, sur laquelle l'attention était attirée par la question de Dominique, ce dernier mot appartenant au genre et à l'espèce. Parce que si Pascal affirme que le mouvement, les nombres, l'espace sont les principaux objets de la géométrie, et s'il affirme ensuite que la recherche desquels elle prend, que ces objets sont ceux selon la recherche desquels elle prend les trois différents noms de mécanique, d'arithmétique et de géométrie, ça veut dire qu'il fait de la géométrie le nom de l'ensemble de la science mathématique, en même temps qu'il se sert du mot pour désigner une certaine espèce au sein de ce genre, c'est-à-dire une discipline mathématique parmi d'autres. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on lit une introduction aux mathématiques en général ou un dictionnaire des sciences ou des mathématiques, on trouve que la géométrie, c'est cette partie des mathématiques qui étudie l'espace et ses propriétés. Bon, évidemment, c'est une définition qui, en évoquant le mot espace, nous place devant des difficultés et des grands problèmes. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, plus personne n'entend en géométrie l'idée d'une mesure de la Terre. Ça, c'est acquis. Sauf dans un cas, dans un cas quand même, notez-le, si vous avez recours à un géomètre expert, ce n'est pas un mathématicien, c'est pas un mathématicien, pas du tout. Il a une formation mathématique, certainement, mais ce n'est pas un mathématicien. Le géomètre expert est quelqu'un qui, en effet, mesure la Terre, parce que la plupart du temps, il s'occupe de délimitation de terrain, ou de tracés, peut-être de voies, de routes, etc. Ou je ne sais pas, moi, peut-être je ne connais pas exactement les attributs d'un géomètre expert, même s'il est arrivé de me trouver par hasard un peu mêlé à leurs travaux. Un géomètre expert, ce n'est pas un mathématicien. La géométrie, c'est pour nous une partie des mathématiques, celle qui étudie les propriétés de l'espace, dont d'ailleurs elle n'a pas l'exclusivité, puisque d'autres disciplines des mathématiques s'intéressent à cet objet qu'est l'espace. Par exemple, une discipline qui n'existait pas du tout à l'époque des Grecs, et qui s'appelle la topologie, ce qui veut dire étymologiquement science des lieux. La topologie, c'est une discipline qui s'occupe en effet de l'espace, mais précisément pas du point de vue de la mesure, du point de vue de la propriété de certains objets, enfin la propriété des objets situés dans l'espace, mais plutôt des propriétés qualitatives que quantitatives. Alors, je pense que ce qui a dû en fait, géométrie, synonyme de mathématiques, c'est très typique dans la langue française, en tout cas dans les langues européennes, du XVIIe siècle. Et qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle, le grand événement du côté des mathématiques, c'est la géométrie analytique. Ça, c'est Descartes. Descartes invente la géométrie analytique, c'est-à-dire la possibilité de mettre en relation rationnelle et de comprendre les courbes géométriques et les nombres et les fonctions. Et donc, à partir du moment où naît une nouvelle discipline au sein des mathématiques, qui s'appelle la géométrie analytique, qui permet de traduire des équations en courbes et des courbes en équations, il faut naturellement que la distinction commence à se faire nettement. Puisqu'on a affaire à deux choses qui sont mises en relation, il faut justement qu'on soit capable de les distinguer. Et c'est là que l'analyse va commencer à se distinguer nettement de la géométrie,
Et cette distinction qui n'est pas très clairement établie dans les traités mathématiques de Descartes l'est en revanche parfaitement chez Leibniz, par exemple, qui lui élabore une pensée, je dirais, dans laquelle la distinction est parfaitement établie. Alors après, on pourrait commenter davantage la citation de Pascal, parce qu'il dit le mouvement, les nombres, l'espace, auquel il attribue trois disciplines, trois champs de la recherche mathématique qui seraient la mécanique, l'arithmétique et la géométrie. Alors l'espace, la géométrie, ça je viens d'en parler, c'est assez clair. Et c'est, je dirais, sur cette association espace-géométrie que ce texte de Pascal nous paraît aujourd'hui le plus compréhensible et comme allant de soi. En revanche, si on considère des choses comme le mouvement, la mise en relation du mouvement avec la mécanique, ça c'est plus problématique parce que la mécanique n'est plus du tout aujourd'hui regardée comme une branche des mathématiques, c'est une discipline de la physique, la mécanique. La mécanique, c'est, en physique, je parle sous le contrôle de personnes qui ici en savent certainement plus que moi en sciences physiques, mais il me semble qu'on peut dire que la mécanique, c'est cette partie de la physique qui s'occupe des mouvements en tant que ces mouvements sont déterminés par des forces, sont causés par des forces. Donc, il existe une partie des mathématiques consacrée au mouvement, consacrée à cette réalité qu'on appelle le mouvement, mais lorsqu'elle est traitée de façon purement mathématique et indépendamment des causes qui provoquent le mouvement, cette partie des mathématiques, elle a un nom, elle s'appelle la cinématique. C'est la cinématique. On parlait autrefois de phoronomie. Phoronomie, la terminaison, c'est évidemment la connaissance des lois, nomos, des lois, exactement comme dans astronomie, par exemple. Ça voulait dire la science du transport, du déplacement. Mais phoronomie et cinématique, le nom aujourd'hui, c'est celui de cinématique. La cinématique, c'est l'étude des mouvements au point de vue strictement mathématique. C'est-à-dire, ce sont des figures mathématiques, des courbes, des tracés de trajectoires, mais indépendamment de toute considération physique sur la nature des corps qui pourraient être représentés par ces points ou par ces lignes, et sur leur cause. Donc ici, bien sûr, pour nous, il est presque devenu incompréhensible de faire de la dynamique une branche des mathématiques qui étudierait le mouvement. Quant au nombre, l'arithmétique, oui, bien sûr, nous associons l'arithmétique au nombre, mais évidemment, aujourd'hui, en mathématiques, toutes les théories des nombres vont bien au-delà du simple domaine de l'arithmétique. Cela dit, si l'arithmétique est cette partie des mathématiques qui s'occupe des nombres entiers, alors il se pourrait en effet qu'elle soit en position, on va dire, de fondement, ou disons peut-être de socle des mathématiques. Vous savez, c'est un mathématicien, je crois que c'est Dedekind qui disait « Dieu a fait les nombres entiers, l'homme a fait le reste ». Donner les nombres entiers aux mathématiciens, et à partir de là, tout peut démarrer. Alors, voilà, je pense que ce qui s'est passé, ce qui a dû se passer, c'est que l'autonomie de la géométrie est devenue acquise à partir du moment où il y avait, dans les mathématiques précisément, une théorie générale de la mise en relation des deux, et qui obligeait à effectuer des distinctions plus précises. Mais je ne peux pas beaucoup en dire plus. Je chercherai un tout petit peu, parce que dans les ouvrages d'histoire des sciences que je connais, que je peux consulter, il y a sûrement des choses là-dedans. Il y a, mais je n'ai pas eu le temps de le regarder de façon très approfondie, il y a un article géométrie au pluriel d'ailleurs, dans le dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences aux presses universitaires de France. Il y a un article géométrie au pluriel, voilà, du dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences sous la direction de Dominique Lecourt. Alors je vais le lire, mais je ne sais pas exactement ce qu'il dit sur cette question. Voilà. Alors je ne sais pas si j'ai répondu de façon vraiment satisfaisante. En fait, une question comme celle-là sort très vite de mon domaine de compétences. Ça relève surtout de l'histoire des sciences. Alors, donc, j'entre dans l'explication du chapitre 1 de cet appendice. Alors, je vais bien sûr commencer par le lire. Je le lirai même deux fois, parce que, même si vous l'avez sous les yeux, ce que j'espère, il est bon de s'en pénétrer. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs,
suivent de la nécessité de notre nature, de sorte qu'on peut les comprendre ou bien par cette seule nature, comme par leur cause prochaine, ou bien en tant que nous sommes une partie de la nature, partie qui ne peut être conçue adéquatement par elle-même, abstraction faite des autres individus. Je relis ça. Il va falloir aller, à partir de maintenant, il faudra aller très lentement, parce que nous sommes ici, ça n'a l'air de rien peut-être ce premier chapitre, nous sommes ici au fondement, véritablement, de l'éthique spinoziste. Nous sommes à la base de la construction que Spinoza entreprend de résumer, de récapituler, comme il a dit qu'il le ferait, dans cet appendice à la 4e partie. Je relis. Tous nos efforts, c'est-à-dire nos désirs, suivent de la nécessité de notre nature, de sorte qu'on peut les comprendre, ou bien par cette seule nature, comme par leur cause prochaine, ou bien en tant que nous sommes une partie de la nature, partie qui ne peut être conçue adéquatement par elle-même, abstraction faite des autres individus. Alors, donc j'ai dit, là je vais aller lentement, et donc je vais m'astreindre à une explication véritablement littérale, mot à mot. Alors, les chapitres de cet appendice n'ont pas de titre. Spinoza les numérote, mais il ne leur donne pas de titre. Moi, je vais donner un titre. Je n'impose pas un titre au chapitre que Spinoza a découpé de la façon qui lui convenait, mais c'est un titre qui concerne les explications que je donnerai. Alors, j'intitulerai l'explication de ce chapitre « Le désir humain sous ces deux régimes de causalité ». Donc, le désir humain sous ces deux régimes de causalité. Alors, je vais maintenant, je profiterai d'ailleurs du fait que ces chapitres sont numérotés pour reprendre une numérotation classique, que j'expliquerai dans quelques minutes. Non, j'explique tout de suite. Je vais commencer, j'utilise cette numérotation, comme je l'ai fait déjà les années précédentes. Ça m'arrivera de me planter d'ailleurs, de me tromper dans les numéros. Dans ce cas-là, reprenez-moi, rectifiez-moi, dites-moi que vous êtes passé de 1 à 1,3 ou à 1,5 directement. Dans ce cas-là, j'essaierai de que ce soit proprement présenté sur le blog, où je renouvelle périodiquement l'exposition du plan et la mention des citations. Alors, j'intitule cette première section « Le désir comme... » Alors, là, il y a des problèmes de terminologie, bien sûr, mais là, je reprends les termes de la traduction, qui d'ailleurs, celle que j'ai choisie, c'est celle-là même de Potra, de Dharma Potra. Mais bon, c'est celle que je reprends à mon compte, le désir comme effort. Le désir comme effort. Alors, Spinoza nous prétend, affirme, nous placer sur un chemin qui conduit à la connaissance de la manière de conduire correctement sa vie. Recta ratio vivendi, la droite manière de vivre. Donc, il nous invite à le suivre dans un itinéraire qui conduit à une sorte d'idéal, à une sorte de perfection. Ce sont des mots d'ailleurs, ce sont des mots qu'il ne reprend pas de la même façon, car s'il parle très souvent de perfection, le terme d'idéal, lui, en revanche, est absent de son vocabulaire, et on va voir justement pourquoi. Ce qu'on remarque, c'est que ici, il y a une sorte de paradoxe. Quand on se met en quête d'un but, quand on prétend atteindre quelque chose, on est supposé avoir de ce qu'on envisage, de ce qu'on espère atteindre, une idée, une compréhension, éventuellement une représentation, et on pourrait s'attendre à ce que Spinoza, ici, commence par là. C'est-à-dire, puisqu'il veut nous conduire à une sorte d'idéal de vie, qu'il commence à dresser le portrait de ce à quoi pourrait ressembler une vie menée comme elle doit l'être, une vie selon
la raison, une vie, donc recta ratio vivendi. Or, pour énoncer les principes de cette, pour se mettre en route vers la connaissance des principes de cette droite manière de vivre, il ne parle pas d'une description de cet idéal à la recherche duquel il s'est mis. Pour se mettre en route, si vous voulez, il ne se donne pas la peine de poser une définition préalable de cet idéal à poursuivre, d'une perfection posée a priori, et dont le pouvoir, une perfection dont le pouvoir attractif, intrinsèque, devrait nous solliciter pour que nous ayons tellement envie d'aller vers ça que nous nous mettions en route. Non, il commence par le désir. Il parle du désir, c'est-à-dire qu'il part non pas d'une description de l'idéal qu'il voudrait atteindre, mais de la réalité de ce que nous sommes. De la réalité de ce que nous sommes, l'homme est un être de désir. Si vous voulez, on ne part pas d'en haut, on part d'en bas. On part d'en bas. On part d'en bas, on ne part pas, pour reprendre une distinction traditionnelle et classique de la philosophie morale, on ne part pas du devoir-être, on ne se situe pas sur le plan du devoir-être, de ce que nous devrions essayer de devenir, mais sur le plan de l'être. Voilà, on part de ce qui est. On part de ce qui est. En particulier, Spinoza, en faisant ce choix de partir d'une description simplement de ce qui est, et non pas d'une description de ce que nous pourrions idéalement devenir, en faisant cela, Spinoza, par exemple, se dispense de produire une définition ou une certaine caractérisation de ce que la philosophie a longtemps appelé, en tout cas c'est un terme qui revient tout le temps dans les écrits des anciens grecs et des anciens latins, qui est ce que la philosophie morale appelait le souverain bien. Le souverain bien. Le souverain bien, alors, bien, il n'est pas nécessaire de définir. Le souverain bien, si c'est un bien que nous cherchons, c'est que c'est quelque chose qui mérite d'être désiré, qui mérite d'être poursuivi, et qu'il faut s'efforcer autant que possible d'atteindre. Souverain, c'est un terme sur lequel, en revanche, il faut un tout petit peu s'interroger pour se demander ce que ça veut dire. Alors, je ne vais pas ici analyser en profondeur la notion de souverain bien, mais on va trouver chez Kant, par exemple, cette idée. Kant analyse cette notion de souverain bien et dit, voilà, évidemment, le souverain bien, c'est d'abord, en un premier sens, le bien majuscule, le bien suprême, c'est-à-dire le bien le plus élevé, le bien tel qu'il n'y en ait pas de meilleur, tel qu'il n'y a rien de meilleur. Voilà ce qu'est d'abord le souverain bien, le bien suprême. Mais il ajoute que la définition du souverain bien, ainsi réduite à l'idée du bien suprême, du nec plus ultra du bien, du summum du bien, n'est peut-être pas tout à fait satisfaisante, parce que il peut y avoir un bien meilleur que tous les autres biens. Par exemple, personne ne douterait, là, parmi vous, je suppose, que la santé soit un bien supérieur, par exemple, à la possession de je ne sais quel objet matériel qui nous est proposé dans le commerce, par exemple. Bon. Donc une hiérarchie des biens, pour nous, c'est très familier. Je dirais c'est quelque chose qui va de soi pour tout le monde, une hiérarchie des biens. Donc l'idée d'un bien suprême, ça peut nous placer devant une difficulté pour le définir, mais au moins l'idée elle-même, le concept même d'un bien qui serait meilleur que tous les biens, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème. Mais, dit Kant, il se pourrait quand même que ce ne soit pas très satisfaisant parce que, supposons que nous soyons en possession du bien le meilleur, et là, nous pourrions rester privés de tous les autres, et ce serait peut-être donc un bien insuffisant, et donc il faut peut-être ajouter, pour caractériser complètement l'idée de souverain bien, l'idée d'un bien complet. L'idée d'un bien complet, ce qui veut dire, si vous voulez, qu'un bien qui consisterait dans la possession de ce qui vaut le plus, de ce qui mérite le plus d'être poursuivi, ne serait quand même peut-être pas le bien suprême, puisqu'il y aurait encore un bien meilleur qui serait celui qui non seulement
un bien qui serait non seulement ce qu'il y a de meilleur à poursuivre, mais en plus tout le reste qui ferait de l'état de celui qui connaîtrait cela un état dans lequel il n'aurait plus rien à désirer. Alors que celui qui serait en possession du bien suprême, eh bien, pourrait s'en satisfaire parce que c'est le plus élevé, mais rester tout de même dans un certain état de frustration parce qu'il resterait privé de biens secondaires, mais qui, pour être secondaires, n'en sont quand même pas moins des biens. Alors, cette distinction, la philosophie ancienne, qui a beaucoup réfléchi sur le souverain bien, l'ignore. Elle l'ignore, peut-être au sens du verbe ignorer, c'est-à-dire qu'elle ne le connaît pas, mais peut-être aussi que ça ne l'intéresse pas. Et chez Spinoza, c'est la même chose. Spinoza est ici dans la tradition de la philosophie ancienne. Il ne connaît pas cette distinction. C'est Kant qui va l'inaugurer. Et c'est Kant qui va l'inaugurer justement pour établir une différence, pour mettre ces deux choses-là en contraste et dire, il y a un bien suprême, il y a peut-être un bien complet qui serait préférable encore au bien suprême, mais précisément, il y a dans ce bien que Kant place au-dessus de tout, quelque chose qui fait qu'il doit être considéré comme absolument suffisant, et considéré de telle façon que si on a ça, eh bien, au fond, d'avoir pas ça, ça n'est pas important. Alors, vous avez envie de me dire, vous avez sûrement envie de me demander, mais alors quel est le bien suprême pour Kant, quels sont les autres biens, au fond, dont nous ne devrions pas nous sentir frustrés si nous avons ça? Ben, disons-le, pour Kant, le bien suprême, c'est la justice. C'est la justice. D'ailleurs, Aristote l'avait dit d'une certaine façon. Enfin, si je dis c'est la justice, c'est un résumé très rapide de la philosophie morale de Kant. Mais c'est quand même ça. Et Aristote l'avait dit. La justice brille au firmament des valeurs comme l'étoile la plus brillante du ciel. Eh bien, le bien suprême, c'est la justice. Le bien suprême, on peut dire aussi, mais ça revient un peu au même, c'est la vertu. C'est le fait de faire son devoir, et de faire son devoir parce que c'est le devoir. Après, un bien complet, ce serait ça plus le bonheur. Ce serait ça plus être heureux. Parce que vous savez très bien, ça c'est une évidence assez facile à attester, qu'on peut se montrer aussi juste que possible, on peut faire tout son devoir et n'être pas heureux. Et combien, d'ailleurs, ont dû renoncer à être heureux pour, précisément, être à la hauteur de leurs obligations morales, remplir l'obligation, le devoir de justice, et être absolument fidèle à cette exigence suprême, qui est de faire son devoir parce que c'est le devoir. Quand vous devez faire votre devoir parce que c'est le devoir, vous savez que le bonheur, ça risque de passer à l'as. Alors cette distinction-là, qui justement, je dirais, qui est peut-être, qui est au cœur de la philosophie morale de Kant, elle n'existe pas chez Spinoza, où nous allons voir, au contraire, ces aspects on va dire, s'unir, voire peut-être se fondre. Bref, il n'y a pas chez Spinoza de définition de ce que pourrait être le souverain bien. Non seulement il ignore cette distinction, mais ça ne l'occupe pas, ça ne le préoccupe pas ici. Il se met en route, il nous met en route, en nous tenant, comme il le dit à la toute fin d'éthique, comme par la main, mais sans nous dire, voilà, on va vers ça, on va vers quelque chose qui ressemblerait à ça. Il ne s'agit pas de nous décrire une espèce de paradis éthique dans lequel le paysage ressemblerait à une description qu'on pourrait faire. Pas du tout. On part de la réalité. On part de la réalité. Et la réalité, c'est que l'homme est un être de désir. L'homme est un être de désir. Spinoza va même dire ça de façon beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Le désir est l'essence même de l'homme. Je reviendrai sur cette proposition. Le désir est l'essence même de l'homme. Donc, Spinoza part de la réalité. La réalité, c'est que l'homme est un être de désir. Ne comprenons pas simplement que l'homme a telle propriété parmi d'autres qui est de former des désirs, mais c'est une propriété essentielle. Le désir est l'essence même de l'homme. Cela veut dire que nous avons affaire à une propriété qui est définitionnelle pour l'homme, une propriété sans laquelle, évidemment, il n'y a plus d'humain. Alors, propriété essentielle,
en un sens beaucoup plus fort que propriété principale. Quand on dit c'est essentiel, on dit ça doit venir d'abord, mais c'est pas seulement, c'est pas principal, c'est vraiment, ça tient à l'essence, et je vais revenir sur cette notion d'essence. Alors, maintenant, il faut entrer dans cette question. Qu'est-ce qu'il faut entendre par désir? La question que nous devons nous poser maintenant, c'est celle de la définition du désir. Alors, cette définition, il suffit d'ouvrir l'éthique à l'endroit où on doit s'attendre à trouver cette définition. Ça, c'est le moyen de ne pas esquinter mes bouquins quand je les trimballe. Alors, définition du désir. Il y a, à la fin de la troisième partie de l'éthique, quelque chose qui ressemble à une espèce d'appendice, mais qui n'est pas intitulé appendice, une partie assez substantielle dans laquelle Spinoza produit successivement les définitions par lesquelles il est passé, sur lesquelles il a travaillé, qu'il a articulées les unes aux autres, des différents affects, donc de tout ce qui constitue notre vie affective. Je reviendrai sur cette idée d'affect qui a quand même un sens assez précis, même si nous pouvons l'entendre au sens que aujourd'hui qui nous est familier. Alors, le désir. Alors voici cette définition. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'on la conçoit comme déterminée par suite d'une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Je répète, je relis. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'on la conçoit, cette essence, comme déterminée par suite d'une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Bon. Je ne suis pas sûr que si je vous disais là maintenant, prenez une feuille et définissez-moi le désir, je ne suis pas sûr que dans la récolte, on trouverait beaucoup de propositions qui ressemblent même de loin à ce que je viens de lire. Je pense que, rassurez-vous, je ne le ferai pas. Si vous étiez une classe, je le ferai. Vous n'êtes pas une classe. La première fois que je suis entré en classe de philosophie en terminale, au mois de septembre 1973, le professeur nous a dit « Prenez une feuille ». Une feuille. On obéissait. Et vous allez définir, il écrit un mot, il écrit le mot objectivité. Vous définissez, vous avez, je ne sais pas, 5 minutes, 10 minutes, bon, chacun s'y met, je m'y mets aussi, bien sûr, puis on produit quelque chose, voilà, bon. On s'attendait un petit peu à ce qu'il commence à nous demander de lire nos définitions, pas du tout. Il a écrit un deuxième mot au tableau, et il nous dit, maintenant, vous définissez celui-ci. Et le deuxième mot, c'était impartialité. Et là, évidemment, tout le monde se dit, ah, merde. Parce que tout le monde regarde sa propre définition de l'objectivité, il se dit, mais il se pourrait bien qu'en croyant définir l'objectivité, je définis l'impartialité. Bon, alors chacun s'y remet. Alors, d'abord, on essaie de définir l'impartialité, puis ensuite, si on a un peu de temps, on revient sur l'objectivité pour essayer de corriger, de trouver un truc qui aille. Et bon, c'est tout. Ah ben non, c'était pas tout. Il écrit un troisième mot, et le troisième mot, c'était neutralité. Évidemment, même résultat, je croyais avoir défini l'impartialité, ce que j'ai défini, c'est la neutralité. Bon, voilà, si vous étiez une classe, je vous proposerais, définissez-moi le désir, après j'écrirais, je ne sais pas, peut-être volonté, ou j'écrirais pulsion, et voilà. Mais vous n'êtes pas une classe. Alors, quelle chance. Le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'on la conçoit comme déterminée, par suite d'une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Il faut bien reconnaître, il n'y a pas besoin de commencer par la première définition de la première partie de l'éthique pour se trouver dans une situation quand même assez délicate. Je vous avais dit, j'explique l'appendice à la quatrième partie parce que c'est plus facile que le reste, et cette première définition du désir, enfin cette première proposition relative au désir, elle est extrêmement difficile à saisir. Et le premier problème qu'elle nous pose, c'est qu'elle nous place devant l'impératif de disposer immédiatement d'autres définitions. Parce que le désir est l'essence même de l'homme, très bien,
Bah, dites-moi, monsieur Spinoza, ce qu'est l'essence. Que veut dire l'essence? Et ensuite, si le désir est l'essence même de l'homme, en tant qu'on la conçoit comme déterminée par une question affection d'elle-même à faire quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'une affection? Qu'est-ce que c'est qu'une affection? Alors, pour l'instant, pour ne pas compliquer les choses, je m'abstiendrai de produire tout de suite les définitions que donne Spinoza lui-même, dans les termes qui sont les siens, de l'essence et de l'affection. Essentia, affection. Ces définitions, je les ferai figurer sur le blog, vous les trouverez. Si vous êtes trop impatient pour ne pas attendre que ça tombe sur le blog, vous les trouverez. Pour l'essence, c'est la deuxième définition de la deuxième partie. Il faut remonter beaucoup plus en amont dans l'éthique. Deuxième définition de la deuxième partie, c'est la définition de l'essence. Vous allez voir aussi que c'est tout aussi dépaysant que la définition que vous venez de lire du désir. La seule différence, c'est que vous vous dites, bon, moi si on m'avait demandé de définir le désir, j'avais quelque chose à dire de beaucoup plus clair que ce que nous dit Spinoza ici. Alors que l'essence, vous savez que c'est un terme philosophique, il vous dirait, bon, après tout, s'il le définit comme ça, il a sûrement raison, moi je ne serais peut-être pas capable de définir l'essence parce que je ne suis pas philosophe. Quant à la définition de l'affection, en latin affectio, vous la trouvez, alors pas très loin d'ici, puisqu'elle est juste dessous, dans l'explication qui accompagne la définition de ce premier affect, le désir. On la trouve juste un tout petit peu plus bas. Elle se trouve un peu plus bas. Alors, bon, on peut la mentionner quand même, parce que celle-là n'est pas très redoutable. Il dit, par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état de cette essence. Par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état de cette essence. Bon, on va se contenter de définir l'essence, pour ce qui concerne ce premier terme, de façon simple et d'une façon qui ne devrait pas trop vous dépayser. L'essence d'une chose, c'est sa nature, ce qu'elle est. Voilà, c'est ce qu'elle est. L'essence d'une chose, c'est sa nature, c'est ce qu'elle est. Alors, vous pouvez la considérer à des niveaux différents, au moins à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau d'une essence spécifique. Par exemple, l'espèce. Il y a un genre qui est le genre des meubles. L'espèce chaise et l'espèce fauteuil n'ont pas la même essence. Elles se distinguent par le fait que, par exemple, un fauteuil a nécessairement des accoudoirs. Ce qu'une chaise peut à l'arrière avoir, mais pas le plus souvent et pas nécessairement. Bon, donc, il est de l'essence spécifique de la chaise, de pouvoir s'asseoir dessus, d'avoir un dossier, parce que s'il n'y a pas de dossier, ce n'est pas une chaise, ça peut être un tabouret, par exemple, et d'avoir un ou plusieurs pieds, hein, et pas forcément d'ailleurs plusieurs, parce que vous avez, par exemple, voilà, ça c'est une chaise, elle n'a qu'un pied, donc ça veut dire que les 4 pieds ne sont pas une propriété essentielle de la chaise, d'ailleurs il peut aussi bien en avoir que 3. Une chose est certaine, c'est que l'essence de la chaise exclut 2 pieds. Bon, pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. Donc là, j'ai parlé de l'essence spécifique, mais évidemment, si je dis que l'essence d'une chose, c'est la nature de cette chose, si j'ai une chaise, et j'en ai une ici, la nature de cette chose, qu'est cette chaise singulière, cette chaise unique, cette chaise particulière et même singulière, l'essence de cette chose, évidemment, elle contient plus que la définition de la chaise en général, de l'essence spécifique de la chaise. Donc on peut distinguer une essence spécifique, une essence singulière, une essence individuelle, une essence propre, mais contentons-nous pour l'instant de cette idée que l'essence d'une chose, c'est ce qu'elle est. Quant à l'affection, alors, je relis la définition. Par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état de cette essence. Cette définition vaut d'ailleurs pour n'importe quelle essence, pas forcément pour l'essence humaine. N'importe quel état, par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état de cette essence. L'état ici, c'est constitutio. Alors, évidemment, vous avez une racine ici dans laquelle on reconnaît l'origine du mot français constitution. Entendez ça au sens où l'on dit de quelqu'un qu'il dispose d'une bonne constitution. On peut utiliser d'autres mots.
ça veut vraiment dire état. D'ailleurs, c'est un peu un faux habit, parce que quand vous consultez le dictionnaire Gaffio du latin classique, pour constitution, il vous dit d'abord état, l'état d'une chose, l'état dans lequel elle se trouve, la façon dont elle est constituée, là, maintenant, dans l'état où elle est. En fait, l'affection, c'est une certaine manière d'être affecté, mais il faut évidemment laisser de côté, pour l'instant ici, toute valeur qui nous orienterait vers ce que vous entendez quand vous dites que, par exemple, la perte d'un objet qui vous était cher ou d'un proche vous a beaucoup affecté, parce que dans cette idée d'affection, il n'y a pas du tout d'idée de tristesse, hein, pas du tout. Il y a simplement l'idée d'être modifié. Voilà. Être affecté, c'est être modifié. Et affection, on pourrait le traduire par modification, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas confondre, de ne pas traduire par le même mot, d'une part le latin, chez Spinoza, le latin affectio, et le latin affectus, qu'il faut traduire par affect. L'un des défauts de la traduction de Charles Lapune en GF, qui a fait autorité pendant des décennies, était justement de traduire les deux mots par affection. Non, ça, il faut le traduire par affection, en effet, et entendre dans ce mot d'affection l'idée de modification. Au sens où on dit, si vous voulez, que quelque chose peut être touché. Mais ici encore, quand vous dites « je suis touché », ça veut dire là que vous êtes affecté agréablement, mais touché, ça veut dire simplement que par un contact, vous avez été modifié d'une certaine façon. Affectus, ça se traduira par affect, et retenez cette distinction, parce que la confusion entre les deux est tout à fait dommageable. Donc, être affecté, c'est être modifié, c'est se trouver dans un certain état, qui bien sûr peut changer, qui est même destiné à changer. Je répète une dernière fois, par affection de l'essence humaine, nous entendons n'importe quel état de cette essence. Or, et ça c'est ce que nous dit la définition du désir, le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'on la conçoit comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que dit cette définition? Que ce qu'elle nous dit, c'est que se trouver dans tel état, à tel moment, eh bien, va déterminer l'essence à faire quelque chose. C'est-à-dire que par nature, si la nature de la chose se trouve dans un certain état, eh bien, cette nature va déterminer un certain faire. Je répète encore, il faut bien se pénétrer de ces définitions. L'essence même de l'homme, en tant qu'on la conçoit comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même, ça veut dire une affection de l'essence, hein. L'essence est affectée, elle se trouve dans un certain état, et de ce qu'elle se trouve dans cet état, elle est déterminée à faire quelque chose. Bon, alors, au fond, ça nous paraît assez trivial tout ça. Ça ne nécessite peut-être pas beaucoup d'explications. Nous aurions tendance à dire, oui, si, étant donné ce que je suis, ma nature particulière à tel moment donné, est affectée, modifiée, se trouve dans l'état, par exemple, d'avoir faim ou d'avoir soif, ça va me déterminer à faire quelque chose, par exemple, à me diriger vers le réfrigérateur, à l'ouvrir pour en sortir soit quelque chose à manger, soit quelque chose à boire. Et donc je vais me diriger vers le rayon, je vais faire quelque chose, je vais me diriger vers la clayette sur laquelle se trouve, je sais pas moi, un bout de fromage ou une tranche de jambon, ou bien je vais aller dans le réservoir à bouteilles chercher, je sais pas, des bières ou du jus de fruits ou de l'eau. Alors, c'est vrai, je veux dire que c'est bien comme ça que nous représentons cette chose que nous appelons le désir. De la même façon que, par exemple, voilà, on est affecté, alors cette fois-ci au sens affectif de la tristesse, eh bien, on pleure. Seulement, ce que nous dit ici Spinoza, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Bien sûr, ça dit ça aussi, mais on va voir que ça va plus loin, que ça dit bien davantage. Parce que ce qu'il faut remarquer dans cette définition,
du désir, c'est que le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'on la conçoit comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Vous remarquerez que dans cette définition du désir, il n'y a pas de description en tant que tel de l'état psychologique de celui qui est en situation de désir. Il ne vous dit pas ce que c'est que vivre un désir, qu'il s'agisse d'un désir alimentaire, d'un désir de promenade, d'un désir sexuel, d'un désir de quelque nature que ce soit. Il ne vous dit pas ce que c'est qu'être en situation de désir, au point de vue qui pourtant nous intéresserait le plus quand même, qui est le point de vue subjectif de l'expérience que nous faisons quand nous désirons. Nous savons tous ce que ça veut dire désirer. Enfin, nous nous sommes tous trouvés devant une vitrine, par exemple, à baver devant le truc en disant « Ouais, c'est vachement chouette ce truc-là, bon, tiens, le dernier volume de la Pléiade, ou alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être une fringue super, ou alors le dernier modèle de piolet, enfin bon, ça peut être n'importe quoi, devant quoi on est, et puis on dit « Ah, je me paierais bien ce truc-là parce que ça a l'air efficace, ça a l'air, c'est beau, et tout. » Bon, nous avons une expérience de l'état affectif du désir. Il n'est pas question de ça ici. Il n'est pas question de ça ici. De quoi est-il question? Il est question de ceci que d'être modifié d'une certaine façon nous conduit à faire, nous détermine à faire. Être modifié d'une certaine façon, ça nous détermine à faire. Et c'est ça le désir, c'est ça la définition du désir. Et ce à quoi on assiste ici, c'est une espèce d'aplatissement. Au fond, tout est aplati. Je me trouve dans un certain état, très bien, et je suis déterminé à faire. Voilà, je vais faire ça, je vais faire quelque chose par le fait que je me trouve dans tel ou tel état. Et l'expérience du désir, et c'est pour ça que je parle d'aplatissement, elle ne se détache pas dans cette définition en tant qu'elle recevrait un contenu, une espèce de caractérisation qui renverrait à nos expériences subjectives. Ça ne se passe pas, ça n'a pas lieu dans cette définition. Si vous aviez, vous, à définir le désir, si je vous disais prenez une feuille et définissez le désir, vous essayeriez de me parler des expériences que vous avez faites. Alors, je ne sais pas, vous privilégieriez peut-être tel ou tel aspect selon ce qu'est votre histoire personnelle, mais je pense que vous vous efforceriez de restituer quelque chose du contenu de l'expérience subjective vécue en première personne du désir. Ici, non, pas du tout. Alors, ce qu'on constate avec cette histoire que je qualifie à l'aide du mot d'aplatissement, c'est qu'il n'y a finalement aucune différence entre être dans un certain état, faire une chose qui est déterminée par cet état, et déterminée, ça veut dire causer. Ça veut dire que l'état, l'affection, l'état dans lequel je me trouve va me déterminer, va être la cause déterminante, et donc une cause qui ne peut pas ne pas exercer son pouvoir de cause et ne pas produire cet effet qui sera de faire quelque chose. De faire quelque chose. Voilà. L'essence est ici déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose. Il y a identité de tout cela, c'est-à-dire que Spinoza ne restitue pas ici ce qu'est notre expérience subjective du désir. Qu'est-ce que c'est que notre expérience subjective du désir? C'est effectivement, je suis dans un certain état. D'accord. Je suis dans un certain état, j'ai faim. Bon. Je suis dans un certain état, j'ai soif. Ou bien, encore, par exemple, parce que tournons pas autour du pot, quand on parle de désir sans préciser, nous sommes tous comme ça, ou peut-être pas tous, c'est peut-être moi, mais enfin, nous pensons assez vite et assez nombreux, au moins, au désir sexuel. Forcément. Enfin, si quelqu'un vous dit, ah oui, tu suscites en moi un grand désir, vous n'allez pas lui demander d'aller au cinéma, d'aller faire un tour en bicyclette. Enfin, bon. Eh bien, prenons l'expérience du désir sexuel. Je suis dans un certain état qui est une certaine modification, une certaine affection. Je suis affecté par la présence, devant moi, par exemple, dans une réunion d'amis, je ne sais pas, d'une personne qui a des caractéristiques telles, des propriétés telles. Ben, il faut dire les choses par leur nom. Elle est sympa, elle est drôle, elle est belle, mais en même temps, elle a le côté, par exemple, sympathique de ne pas faire étalage de sa beauté, ni même de sa sympathie, parce qu'il y a des gens qui sont très sympas, mais qui, à force de montrer qu'ils sont sympas, finissent par devenir un peu antipathiques. Et donc, elle a ses propriétés, et ces propriétés m'affectent.
m'affecte au sens où elles me mettent dans un certain état. Cet état, j'y suis, et il suscite en moi une expérience subjective de désir. Je désire. Alors voilà, je désire. Et je m'aperçois que je désire, et ensuite, en effet, je peux me demander, qu'est-ce que je fais maintenant de ce désir? Est-ce une seule ici oserait dire que jamais, au cours de sa vie, il ne s'est trouvé devant la nécessité de répondre à cette question? Ben là, j'ai un désir, manifestement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'il s'agit d'un désir sexuel, ou d'un désir alimentaire, ou du désir, par exemple, d'un truc que vous voyez dans la vitrine. Parce que ça vous arrive tout le temps. Enfin, je vois un truc dans la vitrine, je le désire, qu'est-ce que je fais de ce désir? Est-ce que je le satisfais, au risque de me trouver encore plus à découvert que je ne suis? Est-ce que je ne le satisfais pas, ce qui va me procurer la satisfaction de peut-être de pouvoir en satisfaire un autre, ou au moins ce qui va me procurer la satisfaction d'avoir triomphé de mon désir, par exemple. Voilà, je repartirai tout fier, en disant ouais, ce truc-là, j'en avais vachement envie, eh ben, je ne l'ai pas acheté. Bon, alors que j'aurais pu l'acheter, même que si j'en avais pris 2, c'était encore moins cher. Bon. Alors, ça, c'est l'expérience du désir que nous vivons. C'est comme ça que nous vivons l'expérience du désir. Comme une expérience d'un certain état affectif dans lequel nous nous trouverions, en présence duquel nous nous trouverions, que nous pourrions... Alors, je vais utiliser ici un verbe que Spinoza utilise assez souvent, mais qu'il ne faut pas prendre en son sens esthétique, qui est le verbe contempler. Spinoza utiliserait souvent le verbe contempler pour dire quelque chose qu'on peut considérer à distance. Quelque chose qu'on peut considérer à distance, dont on peut prendre connaissance, et dont on peut se demander, par exemple, ce qu'on va en faire. Voilà. Bah, par exemple, on vous raconte un truc qui est supposé être arrivé, et vous contemplez ce récit, au sens spinoziste, et vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, le désir, au sens où nous en vivons l'expérience, subjectivement, c'est quelque chose qui se contemple. Alors, surtout pas au sens esthétique, parce qu'il y a plein de désirs que nous formons qui ne sont pas vraiment beaux, et que nous n'ayons pas l'idée de contempler au sens esthétique. Au contraire, même certains désirs que nous éprouvons, que nous formons, en raison de la façon dont nous sommes affectés, bah, nous paraissent peut-être moches, ou répugnants, même peut-être, quelquefois. Alors, Spinoza ne nie pas que ce soit ça, le vécu de l'expérience du désir. Il ne nous dit pas, oh, ce que vous croyez avoir vécu, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Une expérience subjective, une expérience vécue, une expérience effectuée en première personne, ça ne se discute pas. C'est un fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut interpréter, mais c'est pas ce qu'on peut nier. On ne peut pas plus nier la réalité de l'expérience que nous faisons, et je pense avoir décrit l'expérience du désir à peu près comme tous nous la faisons, à peu près, je crois. Et on ne peut pas plus nier ça qu'on ne peut nier le fait que, par exemple, quand on voit ce truc-là, eh ben, poum, là, vous voyez du bleu. Et quelqu'un qui vous dira non, tu vois pas du bleu, bah, vous lui diriez, c'est pas la peine qu'on continue à discuter, je vois du bleu, point. Alors après, qu'ils vous disent quoi que ce soit sur la nature des couleurs, sur ce qui fait physiquement que la chaise a cette couleur, très bien, mais il ne peut pas nier que vous voyez du bleu. Et on ne peut pas nier, si j'affirme que, par exemple, j'ai envie d'aller me promener, que j'ai envie d'aller me promener. Donc, Spinoza n'a aucunement l'intention de nier l'expérience de désir telle que nous la faisons. Simplement, il nous demande d'accepter une définition du désir qui ne colle pas avec cette expérience. Ça veut dire que, au fond, ce que nous dit Spinoza, c'est pas le désir n'est pas ce que vous croyez. Non, ce qu'il nous dit, c'est que si vous voulez me suivre dans ce cheminement que j'ouvre pour vous vers la vie bonne et vers le souverain bien, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, je vous vois bien, si vous voulez me suivre sur ce chemin, il va falloir que vous adoptiez, que vous acceptiez une définition du désir qui n'est pas celle, une définition du désir, qui n'est pas celle que vous auriez intuitivement, peut-être spontanément, naturellement, que vous auriez formée de votre propre initiative. Alors, donc, ce que vous dit Spinoza, ça va très très loin. Ça va très très loin parce qu'il est en train de vous dire ici que c'est une seule et même chose, d'être modifié d'une certaine façon, de se trouver dans un certain état, de faire et de désirer. C'est-à-dire le désir, c'est
cela, être dans un certain état et être déterminé par cet état à faire. Attention d'ailleurs, quand Spinoza vous dit le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'on la conçoit comme déterminée par une quelconque affection d'elle-même à faire quelque chose, il ne dit pas à faire quelque chose qui est l'objet de votre désir. Non, il ne dit pas ça. Il ne définit pas le désir comme le fait d'être déterminé nécessairement à faire quelque chose qui est une tentative de satisfaire le désir, faire quelque chose. Il ne dit pas quoi. On verra d'ailleurs peut-être des exemples de ce que peut être ce quelque chose que nous sommes déterminés à faire lorsque notre essence est affectée d'une quelconque façon. Et surtout, ce que cette définition ne comprend pas au sens où ne comporte pas, ce avec quoi elle ne peut pas s'accorder, c'est cette idée d'un désir qu'il serait possible de contempler, qui serait à notre disposition, qui serait, si vous voulez, presque à notre merci, un désir que nous pourrions comme ça dire, voilà un désir qui se présente, qu'est-ce que j'en fais ? Je satisfais pas, j'attends, je diffère, par exemple, je le repousse avec dégoût, ou au contraire, je l'accueille avec enthousiasme. Non, l'état dans lequel se trouve mon essence la détermine à faire une chose, la détermine causalement, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, je n'ai pas ce loisir de contemplation. Voilà. Ce n'est pas, ou du moins, encore une fois, Spinoza ne nie pas que c'est comme ça que les choses se passent, de la façon dont je les ai décrites. C'est bien sûr comme ça que ça se passe. Mais simplement, il vous dit, ce que j'entends par désir, c'est pas cette expérience que vous faites là, qui est une expérience réelle, indiscutable, irrécusable, mais qu'il faudra expliquer et comprendre à partir d'une autre notion du désir, qui est celle que je suis en train de produire, de construire maintenant. Ce qu'il vous dit aussi, c'est que, étant donné un certain état dans lequel se trouve une chose, une essence, et bien cette essence, une essence humaine en particulier ici, eh bien, étant donné cet état, elle ne peut pas ne pas désirer ce qu'elle désire, c'est-à-dire elle ne peut pas ne pas faire. Et désirer et faire ici, c'est une seule et même chose. Alors que précisément, nous avons, nous, l'habitude, lorsque nous réfléchissons sur cette chose qu'elle désire, de ne pas du tout procéder à cette identification. Cette définition, elle est beaucoup plus importante qu'on pourrait supposer pour tout ce que va devenir l'éthique spinoziste. Elle porte déjà des conséquences qu'il est impossible d'apercevoir maintenant si vous voulez, si on n'a pas lu la fin, ou du moins si on n'a pas lu jusqu'à un terme un peu éloigné. Mais quelque chose peut nous aider à comprendre ce que c'est que le désir, c'est plutôt la caractérisation du désir comme effort. Là, il est question d'effort. Alors, le désir est ici caractérisé donc comme effort, et le mot effort traduit en français le latin conatus. Alors là, vous avez un concept absolument central de toute la philosophie spinoziste, absolument de toute la philosophie de A jusqu'à Z. Le concept de conatus, qui est central, mais en vérité, plus que central, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il est vraiment au fondement, on pourrait dire à la source de tous les développements qui vont constituer ce qu'on appelle la philosophie spinoziste, le spinozisme. Alors, le conatus. Conatus, c'est un mot latin qui vient d'un verbe, donc qui est associé à un verbe, conari, qui veut dire s'efforcer. S'efforcer. Faire effort vers. Faire effort vers. C'est un terme, conatus, que très souvent on choisit de ne pas traduire. On préfère ne pas traduire. Bien sûr, quand vous lisez les textes de Spinoza, si vous achetez n'importe quelle version de l'éthique, il y aura dans un passage où figure en latin le mot conatus, vous trouverez un mot français qui sera d'ailleurs presque toujours l'effort, qui sera effort. Mais quand on commente Spinoza, quand les commentateurs, les professeurs de philosophie, les commentateurs des philosophes expliquent les textes de Spinoza, très souvent, ils s'abstiennent de traduire et ils disent le conatus. Et vous trouvez ce mot latin, donc, comme ça, au milieu d'une phrase française,
on fait ça assez souvent pour certains termes philosophiques. Par exemple, on peut en prendre un ou deux. Chez Platon, vous avez le mot eidos, qu'on a longtemps traduit par idée, avec une majuscule, qu'on a ensuite préféré traduire par forme intelligible. Eh bien, il y a des commentateurs de Platon qui préfèrent, quand ils rencontrent quand ils ont besoin de se servir du mot eidos, tout simplement le laisser comme ça, de même que vous avez ousia chez Aristote, qui veut dire la substance. Souvent, vous trouvez ousia. L'exemple typique de ces termes qu'on a renoncé à traduire, par exemple, quand vous lisez Heidegger, vous allez rencontrer dans la traduction française. Alors, pas dans la traduction, mais dans le commentaire français, peut-être même quelquefois dans les traductions, ça je ne sais pas, mais je ne pourrais pas l'affirmer, le terme Dasein. Bon, Dasein, le Dasein, évidemment, si vous ne connaissez rien à la philosophie heideggerienne, vous aurez du mal, même si vous êtes germaniste, à comprendre ce que peut bien signifier ce terme, qui veut dire simplement être là. Et d'ailleurs, on peut traduire Dasein par, alors c'est un peu une traduction possible, on traduit quelquefois par l'être là. Voilà, l'être là. Être là. Là au sens, voilà, on dit je suis là. Hein. Vous dites par exemple, je sais pas moi, voilà, c'est une très belle chanson des comédiens harmonistes, d'Erlen Sisda. Le printemps est là. Voilà, le printemps est là. Bon, ça veut dire ça. Alors, qu'est-ce que veut dire dans le langage heideggerien l'être là, le Dasein? Ça, je n'explique pas du tout. D'ailleurs, vous avez peu de chance de me voir ici, à cet endroit, un jour, commenter je ne sais quelle œuvre de Heidegger, parce que ça n'a pas beaucoup de chance de se produire. Mais voilà un exemple de terme qu'on ne traduit pas. Il y en a comme ça quelques, je ne sais pas, il y en a peut-être quelques dizaines dans la philosophie, ou peut-être un peu moins d'ailleurs, qu'on préfère ne pas traduire. Alors, on va préciser la définition, l'idée, le concept de conatus. On trouve à la 7e proposition de la 3e partie, celle qui s'achève par cet inventaire de la définition des affects, on trouve cette définition du conatus, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. 3e partie, 7e proposition. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Alors, persévérer dans son être. Il faut prendre l'idée de persévérer, non pas au sens de simplement continuer, et d'ailleurs, vous savez bien qu'en français, persévérer ne veut pas dire continuer. Persévérer, cela veut dire faire un effort, déployer une certaine quantité d'énergie pour continuer. Et en effet, le conatus, c'est l'effort que fait un être, quelconque, n'importe quel être, pour non seulement continuer, mais faire plus que continuer. Parce que sinon l'effort s'arrêterait. Il pourrait suffire, par exemple, de continuer sur la lancée, de se poursuivre sur son élan. Le conatus, ce n'est pas l'effort que fait une réalité pour se maintenir simplement discrètement, timidement, dans son petit coin, dans l'existence, en demandant qu'une chose, c'est de survivre, par exemple de ne pas mourir, ou de simplement continuer d'être ce qu'elle est. Si vous êtes, par exemple, si votre essence, là, à l'instant même, est une essence de pianiste, si vous êtes pianiste, voilà, je suis pianiste. Bon, quand je parle à la première personne, alors surtout, n'allez pas croire que ça puisse s'appliquer à moi, parce que c'est la dernière chose que je suis capable de faire, jouer du piano, malheureusement. Mais enfin, je dis, quelqu'un dit, je suis pianiste. Qu'est-ce que ça veut dire, persévérer dans son être, quand on est pianiste? Ça ne veut pas dire continuer à répéter, par exemple, les gammes qu'on a faites pour devenir pianiste. On a travaillé, quand on dit je suis pianiste, c'est mon essence, c'est pas du tout pour dire c'est une propriété qui m'aurait été de toute éternité octroyée, qui serait descendue d'en haut et qui m'accompagnerait comme une espèce de double qui me formerait, qui me constituerait. Non, simplement je suis pianiste, voilà, parce que j'ai bossé, parce que j'ai travaillé, parce que j'ai eu des bons profs, parce que le hasard a mis sur mon chemin la possibilité d'apprendre le piano, je suis pianiste. Mais être pianiste et persévérer dans son être de pianiste,
c'est beaucoup plus que simplement essayer de maintenir l'acquis. Il est évident que le pianiste, enfin un pianiste, j'allais dire digne de ce nom, un pianiste, bah, il continue à travailler, il a envie de se perfectionner, il veut améliorer la souplesse de ses doigts, ou il veut empêcher la souplesse des doigts de trop foutre le camp et les doigts de devenir trop rigides à partir d'un certain âge. Le pianiste, il va vouloir découvrir de nouvelles œuvres appartenant à l'univers du répertoire pianistique. Il va vouloir peut-être tester son être de pianiste en accompagnant des gens qui jouent autre chose que du piano. Il va peut-être essayer de vouloir jouer en trio, par exemple, avec un violoncelle et un violon. Il va pouvoir, par exemple, accompagner un chanteur ou une chanteuse. Et donc, ça veut dire que persévérer dans son être pour le pianiste, ça veut dire, en fait, s'augmenter. Ça veut dire, j'avais envie de dire, croître et embellir. Ça veut dire plus simplement que se maintenir. Et en effet, dans le court traité, au chapitre 5 de la première partie, le court traité, c'est un texte que Spinoza a écrit nettement avant l'éthique, et c'est un livre qu'il n'a pas écrit en latin, mais en hollandais. Et au chapitre 5 de la première partie, on lit ceci: chaque chose a en elle-même une tendance à se maintenir dans le même état et à s'élever à un meilleur. Chaque chose a en elle-même une tendance à se maintenir dans le même état et à s'élever à un meilleur état. Alors, ce ne sont pas deux tendances distinctes. Il n'y a pas d'abord une tendance à se maintenir, une tendance à se conserver, une tendance à se préserver, à se mettre à l'abri de la disparition, plus, à côté, une tendance à s'élever à un état meilleur. La tendance à se maintenir dans le même état, c'est une tendance qui ne peut sans doute pas se satisfaire si elle ne débouche pas sur une tendance à s'élever à un état meilleur. C'est vrai pour le pianiste, mais bon, c'est vrai aussi, par exemple, pour un état. Si un état... vous savez qu'un État qui se contenterait, qui s'en tiendrait à essayer de maintenir les conditions minimales de sa survie, de son existence, compromettrait même sa capacité, sa possibilité à seulement survivre. Parce qu'il faut, pour survivre quand on est un État, on survit dans un milieu qui est un peu comme une nature, un peu comme un état de nature, une jungle. Il y a d'autres États. Il y a des forces, il y a des puissances, non seulement étatiques à côté, mais il y a aussi des puissances économiques, il y a des puissances démographiques, il y a des puissances de divers ordres. Et si les politiques prenaient la résolution de ne prendre que les mesures nécessaires à ce que l'État se conserve simplement, sans doute il ne se conserverait pas. Au fond, qu'est-ce que veut dire le proverbe, le fameux adage « si tu veux la paix, prépare la guerre ». La paix, c'est déjà beaucoup, c'est la condition justement pour continuer d'être, pour survivre, pour ne pas mourir, la paix. Mais s'il veut la paix, prépare la guerre, ça veut dire, si tu veux continuer d'être, il faut être plus. Voilà, il faut être plus si tu veux simplement toujours être. Il faut être plus, par exemple, il faut être, alors peut-être plus armé, je dis peut-être. Ce proverbe n'est peut-être pas juste, il n'est peut-être pas vrai. Il faut peut-être être plus armé, il faut peut-être être plus... je ne sais pas, par exemple, qu'il y ait plus de gens intelligents dans la population. Il faut peut-être qu'il y ait plus de production matérielle, mais il n'est pas certain que être plus, s'accroître, s'augmenter, augere, dit Spinoza. Hein. D'où vient augmenter, le verbe augere qu'il utilise souvent, qui veut dire bien, voilà, croître, augmenter. Il n'est pas sûr que s'augmenter pour un État signifie forcément augmenter sa puissance militaire. Parce qu'après tout, entretenir une armée, produire des armements, ça coûte aussi de l'argent qui n'est plus disponible pour autre chose. Et on peut très bien se détruire en poursuivant la puissance militaire. C'est certainement ce qui est arrivé pour une part, par exemple, dans la course aux armements, à un État comme l'Union soviétique, qui a certainement crevé de ça, dans une certaine mesure. Par exemple, les Russes et les Américains ont considéré à un certain moment que s'augmenter pour persévérer dans leur être, c'était par exemple faire un effort particulier du côté de la conquête spatiale. Certains ont pu, d'autres n'ont pas pu. Et la conquête spatiale est peut-être un des éléments qui a contribué à
disons, à la défaite de la Russie soviétique dans, disons, le rapport qui l'opposait aux États-Unis d'Amérique. Donc, mais enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que quelle que soit la manière dont on s'augmente, et il n'est pas dit que l'augmentation doit passer, par exemple, par des conquêtes territoriales impérialistes. Non. Mais quelquefois, oui, peut-être. Il est possible que quelquefois, pour survivre, pour un État, il faille s'approprier des territoires. C'est possible. Mais ça peut être aussi qu'il faille... bon, il faut peut-être s'approprier, je ne sais pas, moi, s'approprier même des institutions, des coutumes, des manières de faire d'autres peuples aussi. Bon, bref, c'est changer, c'est s'augmenter. Voilà ce que veut dire l'idée, cette idée de conatus, effort pour persévérer dans son être. Chaque chose, hein, dit Spinoza, chaque chose a en elle-même une tendance à se maintenir dans le même état et à s'élever à un meilleur. Chaque chose, pas simplement ces choses particulières que sont les humains, qui sont doués par exemple de conscience, et pas seulement, même sans doute, les choses vivantes. Alors là, il y a peut-être une difficulté, je ne suis peut-être pas capable de la résoudre, parce que la pierre, elle a un conatus aussi. Elle fait effort pour persévérer dans son être, en résistant, par exemple, à sa destruction. Il y a une résistance mécanique d'une pierre à la destruction. Toutes les pierres ne résistent pas autant les unes que les autres à la destruction. Il y en a qui sont beaucoup plus faciles à détruire que d'autres. Mais c'est vrai aussi pour des plantes, c'est vrai aussi pour des animaux, c'est vrai aussi pour des individus, c'est vrai aussi pour des États. Après tout, toutes les réalités, même appartenant au même domaine, du même ordre, toutes les réalités ne sont pas, évidemment, douées de la même capacité, de la même puissance de persévérer dans leur être. Chaque chose, donc. Alors, ce qui est vrai, c'est que la pierre, on ne voit pas bien comment elle pourrait être animée d'une tendance à s'élever à un état meilleur. Là, je suis peut-être devant une énigme qui peut se résoudre par le fait que nous sommes dans le court traité, que le court traité, ce n'est pas encore la doctrine de Spinoza pleinement parvenue à sa maturité. Attention, quand Spinoza dit une tendance, si on caractérise le conatus par une tendance à persévérer dans l'être, il faut bien comprendre que tendance ne doit pas être compris comme une vague aspiration, une espèce de vague possibilité qui envisagerait cette perpétuation et cette augmentation. Si vous dites, par exemple, ah oui, j'ai tendance à le croire, ben, ça veut dire que pour l'instant, vous ne le croyez pas. Et ça ne veut même pas dire que vous faites effort pour le croire. Ça veut dire que vous inclinez par là, mais il n'y a pas d'idée d'effort. Vous vous sentez plutôt tiré vers là, ou poussé, peut-être, mais sans que ce mouvement vienne véritablement de vous. Et le conatus, c'est vraiment, c'est plus qu'une tendance, parce que c'est un mouvement qui, d'une part, est inscrit dans la nature même de la chose, et surtout, c'est un mouvement qui est effectif ou qui n'est pas, qui est effectif, qui s'exerce, qui s'accomplit effectivement dans le déploiement d'un effort. Ce n'est pas un effort possible, ce n'est pas un effort envisagé, ce n'est pas une option, c'est un effort qui s'exerce alors de façon absolument réelle et immédiate. Alors cette idée aura une descendance, hein. Elle aura une descendance, on le verra, mais avant de donner quelques détails d'histoire de la philosophie, il faut ici revenir à la définition que j'avais donnée, je ne sais plus si c'est dans la séance précédente ou dans une séance antérieure, la définition que j'avais donnée de la nature, définition dont une des personnes présentes dans cette salle, qui connaissent Spinoza aussi bien que moi, m'a fait remarquer qu'elle était quand même insuffisante, qu'elle était partielle, et c'était vrai. J'ai défini la nature dans un premier temps, je l'ai définie comme la totalité, l'ensemble de tout ce qui est, la totalité de tout ce qui est. Si j'avais choisi cette définition, qui en effet est partielle et insuffisante, c'est afin de bien marquer la différence entre cette idée spinoziste de la nature et une autre signification la plus commune, qui consiste à définir la nature comme tout ce qui n'est pas d'origine humaine, tout ce qui est par opposition à l'artificiel. Bon. Donc cette définition que j'avais produite, la totalité de tout ce qui est, elle n'est juste que dans la mesure où elle permet de se démarquer complètement de cette définition commune, la nature, ce qui n'est pas de production humaine, ce qui n'est pas d'origine humaine.
Mais elle est insuffisante parce qu'elle manque un aspect, alors là, essentiel de la nature, c'est-à-dire du Dieu nature. Je rappelle toujours cette formule Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire Dieu, autrement dit la nature. Je parlerai d'ailleurs assez souvent, j'utiliserai l'expression Dieu nature, le Dieu nature. Le Dieu nature, mais on a le droit aussi de parler, puisque cette nature qui est appelée Dieu, c'est aussi ce que Spinoza appelle du terme de substance. Ce Dieu nature, c'est aussi ce qu'on peut appeler le Dieu substance. Voilà. Le Dieu substance. Bon. La substance, c'est un terme qui, chez Spinoza, renvoie à Dieu, à la nature. C'est la même chose, Dieu, autrement dit, la nature. Cette définition, donc, de la nature, du Dieu substance, comme la totalité de tout ce qui est, était insuffisante parce qu'elle était statique. Elle était statique et ne comprenait pas ce qui est pourtant un aspect essentiel de cette réalité qu'est le Dieu nature, à savoir l'activité. La définition de la nature doit être dynamique et non pas simplement statique. Cette définition statique, ça allait encore quand il ne s'agissait que de lever un premier contresens possible, à savoir la confusion de la nature spinoziste avec la nature, celle des petits oiseaux, celle des ruisseaux, des montagnes, des océans, etc., ou des astres. Mais là, elle ne suffit plus, parce que la nature, certes, c'est le tout, mais c'est le tout en tant qu'il est, on va dire, animé, pourrait-on dire, qu'il est mu, qu'il est propulsé peut-être par un élan, par un effort, qui est le conatus de la nature, du Dieu nature, le conatus de Dieu. Le conatus de la nature, c'est l'effort que la nature fait pour persévérer dans son être, cet effort qu'elle fait pour persévérer dans son être, et qui va, cet effort, se diffracter, se déployer, on aurait presque envie de dire s'incarner, se multiplier dans autant qu'il y a d'êtres dans la nature, autant que la nature produit ce que Spinoza appelle ses modes, les modes de la nature. Alors mode, c'est très simple, hein. Mode, ça veut dire modification. Modification. Eh bien, les modes, ce sont les modifications de la nature, c'est-à-dire que la substance, elle est unique, elle est une et unique, mais elle se présente sous la forme d'une infinité de modifications, d'êtres individuels, d'individus, et il faudra un peu plus loin, un peu plus tard, préciser ce que Spinoza met sous le terme d'individu. Ce sont des modifications qui, évidemment, sont en transformation perpétuelle, permanente, sous l'effet de leur propre nature individuelle et sous l'effet de l'interaction avec les autres natures, avec les autres essences, avec les autres êtres, si vous voulez. Mais pour l'instant, je m'exprime de façon assez peu rigoureuse. Tant pis, l'important, c'est plutôt de comprendre maintenant, à l'instant présent, que la définition de la nature doit impliquer, doit comporter cet aspect dynamique. Ce dynamisme qui est l'essence même de la nature et qui est cette tendance à persévérer dans son être, si vous voulez, un conatus universel de la nature, un conatus général de la nature, qui exprime la puissance même de Dieu, qui est cette nature, qui est cette puissance, dont toute réalité singulière, dont toute réalité qu'on rencontre dans le monde est une modification, non seulement une occurrence, mais une modification, une affection. Les modes de la substance Dieu, du Dieu substance, du Dieu nature, les modes sont les modifications et les affections, ce sont les affections du Dieu substance. La grande différence, évidemment, c'est que, enfin, on va y revenir bientôt, mais la grande différence, bien sûr, avec les affections que notre essence peut connaître, nous qui sommes des modes de la substance,
c'est que les affections que la substance connaît ne peuvent pas lui venir d'une interaction avec autre chose qui est à l'extérieur. Le Dieu substance n'a pas d'extérieur, c'est tout. Il est tout. Donc, il n'est soumis à aucune action qui vienne du dehors. Et nous, au contraire, sommes, puisque nous sommes une partie de la nature, comme cela est répété à la fin du chapitre 1, eh bien, nous sommes en situation d'avoir à subir des affections venues du désir, du dehors, pardon. Alors, voilà. Le conatus, c'est ce mouvement qui est le mouvement général de la nature. Alors ici, on peut introduire, bon, ça peut être intéressant à titre, si vous risquez de rencontrer cette opposition dans vos lectures spinozistes, et donc il vaut mieux la connaître, une opposition qui est, elle aussi, on va dire, constitutive de l'ontologie spinoziste. Si vous considérez la nature, si vous regardez la nature du point de vue de sa puissance productrice, et attention, hein, le Dieu nature de Spinoza, ça c'est capital, il n'est pas créateur, il ne crée pas, il n'est pas dans cette situation-là monarchique, assis sur son trône, à se dire, tiens, vous voyez, bon, je crée, on pourrait créer, je crée, c'est bien de créer, je crée le ciel et la terre, je crée les luminaires, les astres, la lumière, etc., fiat lux, bon, je crée les humains, et Dieu vit que cela était bon. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, quand même, quand on est Dieu, et qu'on crée, que ça soit bon. On imagine mal Dieu, dire, oh, quand même, bon, si vous voulez prendre un aperçu critique sur toute cette thématique de la création, vous lisez les premières pages, et si vous lisez les premières pages, je doute que vous puissiez vous arrêter sans aller jusqu'au bout, vous lisez les premières pages de ce pastiche des Écritures qu'avait fait François Cavada sous le titre « Les aventures de Dieu ». Il vous raconte les aventures de Dieu. Évidemment, ça commence par la création. Alors ça, c'est facile à trouver parce que vous le trouverez sous le titre des Écritures. Parce que, évidemment, vous avez, pour le même prix, sous le titre des Écritures, vous avez des aventures de Dieu, pastiche de la Torah, de l'Ancien Testament, enfin, du Testament de la Genèse, parce qu'il s'en tient à la Genèse. Et puis vous avez, pour le même prix, sous le titre des Écritures, les aventures du petit Jésus. Et là, nous sommes dans les Évangiles. Bon, ça, je vous invite vivre. Alors, si vous avez un goût pour la satire un peu cruelle du fait religieux, vous boirez du petit lait, vous vous délecterez. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, oui, il faut le dire, anti-religieuse, ou du moins, disons, dirigée contre ce qu'il y a de plus superstitieux dans les religions. Je recommande vivement cette lecture, mais si vous pouvez trouver les aventures de Dieu, les aventures de Jésus dans les éditions originales, aux éditions du Square, les éditions qui éditaient le journal Harakiri, parce que ces éditions sont illustrées, il y a des photographies, il y a des dessins, enfin c'est un petit bijou. Ça se trouve sur Internet et c'est pas hors de prix, c'est apparemment pas très recherché, mais bon. Alors, le Dieu spinoziste, le Dieu de nature spinoziste, n'est pas un Dieu créateur, c'est un Dieu producteur, c'est une puissance productrice qui ne cesse de produire. Voilà, qui ne cesse de produire d'une infinité de manières, une infinité de choses. Mais attention, quand je dis d'une infinité de manières, ça veut dire que le paysage que ça va donner est extraordinairement divers, infiniment divers, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire d'une manière nécessaire, selon des lois. Ça, il faut bien s'entendre, mais on y reviendra à cela. On y reviendra même de façon approfondie plus loin. Alors, si vous considérez la nature en tant que puissance productrice, vous avez affaire à ce que Spinoza appelle nature naturante. C'est d'ailleurs une distinction qui vient de plus loin dans le temps, il ne l'a pas inventée lui-même. L'idée de nature naturante, l'idée d'une nature qui produit la nature, si vous voulez. Voilà. D'une nature agissante et dont l'action débouche sur l'existence de fait de ce que Spinoza appelle la nature naturée. Alors attention, il n'y a pas de nature, hein. Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas deux parties de la nature, il n'y a pas de région de la nature, il y a une seule nature que vous pouvez envisager de deux points de vue.
soit du point de vue de sa puissance productrice, c'est la nature naturante, soit du point de vue de sa, disons, du paysage qui résulte à chaque instant, parce que ce paysage change constamment, le paysage qui résulte de la puissance active, de la puissance productrice de la nature naturante. Bon, je disais tout à l'heure, cette idée, elle a eu une descendance philosophique très intéressante, très riche. Alors, je ne dis pas d'ailleurs que tous ceux qui ont marqué cette descendance, cet héritage, se réclamaient de Spinoza. Certaines philosophies sont même très éloignées de la philosophie spinoziste. Mais on va retrouver cette idée d'un courant d'énergie, d'un courant de force qui traverse tout l'être, la totalité de l'être. On va la retrouver, par exemple, chez Schopenhauer, où cette puissance prendra un nom qui est le vouloir vivre. Le vouloir vivre. La volonté de... Enfin, pas la volonté, mais il faut dire le vouloir vivre. Le vouloir vivre. On va retrouver ça chez un grand lecteur de Schopenhauer, même s'il s'en est éloigné, chez Nietzsche. On va retrouver ça chez Nietzsche, avec sous le nom de volonté de puissance. Mais volonté de puissance, chez Nietzsche, ça ne veut pas dire une volonté dirigée vers le but d'acquérir de la puissance. C'est pas l'ambition, de pouvoir. C'est simplement une puissance qui ne cesse de s'exercer, une puissance qui ne cesse de s'exercer et de s'exercer de telle façon à toujours tendre à s'imposer comme puissance, éventuellement contre d'autres puissances, ce qui fait que lorsque un jour Nietzsche, s'adressant à un de ses correspondants, lui dit « Si tu veux définir ma philosophie, eh bien tu dois dire ceci, ma philosophie c'est l'idée du monde comme conflit au pluriel de volonté de puissance au pluriel. Voilà. Le monde c'est un conflit de volonté de puissance. Ce qui fait dire à Nietzsche, d'ailleurs, il le fait utiliser, il transpose l'expression de Spinoza, Deus sive natura, et il dit, Nietzsche, il dit la nature c'est, il dit même le monde, hein, pas seulement la nature, mais chaos sive natura, le chaos, c'est-à-dire la nature. Mais ce chaos, enfin c'est un chaos, mais en même temps c'est un chaos qui est quand même pour Nietzsche, qui peut être ramené à son principe fondamental, qui est des conflits de volonté de puissance. On va retrouver cette idée, on va retrouver une idée proche chez Bergson, avec l'idée d'élan vital. Chez Bergson, l'élan vital. On est loin de Spinoza, c'est sûr, mais en même temps, d'abord, Bergson avait une très grande considération pour Spinoza, et c'est notamment c'est Spinoza qui... Alors, Hegel disait l'alternative c'est Spinoza ou pas de philosophie, ça c'est Hegel qui disait ça, l'alternative c'est Spinoza ou pas de philosophie. Bergson il disait un philosophe a toujours deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Ce qui veut dire un philosophe ne peut pas ne pas avoir affaire à Spinoza, ne pas savoir à se battre avec lui-même. Et on va retrouver ça aussi par exemple chez quelqu'un d'intéressant qui s'appelle Wilhelm Reich. Wilhelm Reich est un disciple de Freud, qui va élaborer une théorie qui a écrit des choses très intéressantes. Reich a écrit des choses très intéressantes dans l'ordre de la politique en particulier. Lisez La psychologie de masse du fascisme, c'est publié chez Payot, c'est un très beau texte. Hein. La psychologie de masse du fascisme, c'est une interprétation, on va dire, psychanalytique du fascisme et du nazisme, puisque Reich est un cumulard, hein, juif, communiste et psychanalyste. Bon, autant vous dire que en Allemagne, dans les années 30, on pouvait être mieux parti. Eh bien, Reich va s'exiler aux États-Unis, il va produire une théorie selon laquelle l'univers entier est traversé par une énergie qui est l'énergie qui se déploie dans l'orgasme. Voilà. Au fond, l'orgasme, c'est l'essence des choses. C'est l'essence des choses. L'énergie qui se déploie dans l'expérience subjective de l'orgasme, eh bien, c'est cette énergie, elle anime le cosmos entier. Et Reich va aller jusqu'à installer un laboratoire aux États-Unis et installer des dispositifs dans lesquels il poursuivra un but analogue à celui que poursuivent nos physiciens quand ils construisent leurs immenses accélérateurs de particules pour détecter je ne sais pas quelle particule encore prévue que par le calcul. Lui, il a prévu par la théorie, et il va se construire un détecteur d'orgones. L'orgone, eh bien voilà un avatar de cette
de tout cela, et du conatus spinoziste, c'est l'orgone, c'est l'énergie de nature orgasmique qui traverse l'univers entier et qui l'anime. Voilà. Et il va travailler à détecter ça. Bon, ça a laissé quand même un certain nombre de disciples de Freud un peu perplexes, ce projet, mais vous voyez, on est dans le même, un peu dans le même... voilà. Bon, moi je ne connais pas les textes relatifs à cette recherche-là. En revanche, j'attire votre attention sur la psychologie de masse du fascisme, ou un livre qui s'appelle Écoute, petit homme, qui sont vraiment des classiques de la pensée politique du XXe siècle, de ce qu'on a appelé en particulier le freudo-marxisme. C'est un peu passé de mode tout ça. Ça a eu ses heures de gloire dans les années 68 en France. Mais c'est des textes intéressants, hein, c'est des textes vraiment, vraiment intéressants. Voilà, bon, j'en ai pas fini avec le conatus, tout à fait. J'y reviendrai la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, il faudra revenir sur cette distinction que fait Spinoza entre ma nature, notre nature et la nature, puisque tout le reste du chapitre est bâti sur cette opposition. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.